L'Arménie, comme vous le voyez, sujet de la littérature en France. Alors, pour en parler de ce sujet de la littérature, nous avons avec nous Ondine Kayat, nous avons Yann Manouk, nous avons Henri Cuny et nous avons Jean Serapian. Et nous avons Delphine qui va nous dire un petit mot au nom des autorités, c'est ça? Oui, merci Antoine. Alors le festival l'IRAS, c'est avant tout une invitation au voyage, à un très beau voyage en Arménie, mais c'est, je pense, surtout avant tout une invitation à un voyage spirituel et culturel. Nous avons commencé ce festival l'IRAS lundi soir avec un vernissage d'une magnifique et remarquable exposition de photos d'Antoine Agodjian qui s'appelait Le Cri du silence et qui nous plongeait littéralement dans l'intimité du peuple arménien. Et alors ce soir, nous abordons le sujet littéraire. Parce que l'Arménie, en tant que sujet littéraire, depuis quelque temps, commence un petit peu à retrouver un certain engouement auprès des auteurs. Alors, je remercie Antoine Bordier d'être présent. Ce sera notre modérateur, notre chef d'orchestre de la soirée ce soir. En tant qu'élu, moi, et représentant de Mont-de-Marsan Agglomération, je suis particulièrement fière de participer vraiment à la promotion de la culture arménienne, de participer au dialogue aussi interculturel, mais surtout d'entretenir la mémoire arménienne au-delà de tous les liens artistiques que nous avons pu créer durant ces 15 jours. Je ne doute pas un instant que nous terminions ce festival arménien enrichi de très belles rencontres, enrichi de nouvelles émotions et surtout d'un immense respect pour l'âme et la ferveur du peuple arménien. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, je ne serai pas plus longue et je vous laisse la parole Antoine. Merci. Cette mise en bouche, si j'ose dire. Donc avec nous, je le disais il n'y a pas longtemps, Ondine Kayat. Donc Ondine, vous êtes auteur, vous êtes romancière et vous êtes aussi thérapeute. Voilà, nous avons à côté donc Yann Manouk. Alors Yann Manouk, avec qui j'ai changé il n'y a pas longtemps et que je présente comme le globe-trotteur de la littérature, de la plume. Il en dira peut-être davantage tout à l'heure. Et ensuite, nous avons monsieur l'ambassadeur, on vous appelle comme ça, non, Henri Cuny, qui nous parlera de bien sûr, de sa plume, mais aussi de son expérience en tant que diplomate. Et à ses côtés, donc, Jean Serapian, qui est aussi auteur, éditeur. Alors, donnons tout de suite la parole à Ondine Kayat, voilà, vous êtes thérapeute. Moi, ma première question, c'était, quels sont les auteurs arméniens qui vous ont marqué, puisque vous, j'ai l'impression que vous reliez ce monde de la thérapie et ce monde de la littérature. L'auteur qui m'a marqué, en fait, c'est mon grand-père, que je n'ai pas connu et dont on m'a donné les poèmes. Donc c'est lui, très jeune, j'ai lu ses poèmes, et il écrivait merveilleusement bien, et il y avait une imprégnation de ce qui est pour moi l'âme arménienne, avec une richesse de vocabulaire, avec une opulence, quelque chose de tragique aussi, et du mystère, et de la profondeur. Donc c'est vraiment, quand j'ai lu ces poèmes, je crois que j'ai été très, très imprégnée par quelque chose qui n'était pas transmis ou dit dans ma famille, parce qu'il y avait beaucoup de secrets. Je n'ai pas été élevée dans une culture arménienne où on m'a raconté l'histoire de ma famille. Il y avait beaucoup de non-dits que je percevais chez ma grand-mère, chez mes tantes. Et j'ai donc été au contact de l'Arménie par les poèmes de mon grand-père et par la cuisine de ma grand-mère. C'est comme ça que j'ai été, de manière très sensorielle en fait, en contact avec l'âme de ce peuple dont je suis issue. C'est ça, l'âme de ce peuple. Et donc, vous-même, alors, vous parlez de poèmes, de poésie, vous-même, vous êtes poétesse. Oui, j'ai commencé à écrire des poèmes très tôt et j'ai rencontré ensuite l'éditeur Robert Laffont qui avait 87 ans et qui était le plus jeune d'entre nous. Il avait beaucoup d'enthousiasme, il a lu mes textes et c'est lui qui m'a vraiment poussée à écrire des romans, et c'est là que j'ai commencé vraiment à écrire et à travailler sur l'histoire de ma famille et à découvrir ce qui s'était passé pour ma famille, et c'est quelque chose qui nourrit aussi mon travail en tant que thérapeute, puisque je travaille avec des patients qui ont vécu des traumatismes et qui sont issus de beaucoup de cultures différentes, et je vois aussi les répétitions dans les lignées, et c'est
cet aspect-là qui m'intéresse et qui imprègne aussi mon livre à travers la quête de mon héroïne par rapport à l'origine de ce qu'elle vit et de l'histoire familiale. C'est ça, c'est l'humain qui vous imprègne. Oui, c'est ça. C'est vraiment l'impact, le lien en fait qu'on a avec nous-mêmes, le lien qu'on tisse entre nous, le lien entre les peuples. Et c'est vraiment quelque chose. Mon père est aussi d'origine libanaise, donc j'ai une histoire familiale qu'on dirait chargée par rapport aux événements qui se sont produits. Et c'est tout cet impact de l'histoire sur nous en tant que personne qui m'intéresse particulièrement à la fois dans mes livres et dans mon travail avec mes patients. Oui, alors merci Ondine. Yann, vous, c'est l'humain, mais l'humain et les kilomètres. Parce que... oui, parce qu'il y a des humains partout, donc ils l'ont rencontré ailleurs que chez nous. Et vous en avez fait de ces kilomètres dès le plus jeune âge, non? Oui, j'ai commencé à vraiment voyager à l'âge de 14-15 ans. Et mon premier voyage, on va dire un peu arménien, j'avais 16 ans, j'ai passé 3 mois dans le Bronx, à New York, mais dans une famille arménienne, qui avait immigré de Meudon, et que j'ai retrouvé là-bas dans le Bronx. C'était le début d'un constat, moi je suis arménien de la diaspora. Je suis de 3e génération. Je ne suis pas encore allé en Arménie, je ne parle pas l'arménien. Et en fait, le constat, c'est que mes voyages m'ont appris à cette notion de nomadisme. Notamment mes voyages en Mongolie, dont j'ai tiré 3 bouquins. Je me suis imprégné de la culture nomade. Et mon arménité, entre guillemets, si je peux utiliser ce mot que j'aime pas beaucoup, mais mon arménité, c'est d'être un membre de la diaspora, donc d'être une sorte de nomade culturel. Je pense que les gens issus d'une diaspora sont des nomades culturels. Et à ce titre, on se travaille partout dans le monde avec notre propre culture, et on est un peu à l'aise partout parce qu'on finit toujours par croiser, comme vous disiez, des humains à n'importe quel bout du monde. Alors oui, à n'importe quel bout du monde, mais vous êtes d'abord allé plein ouest. Oui, j'ai pile poil l'âge d'avoir été à hippie, et j'ai été à hippie. Contrairement à ce que vous pouvez voir aujourd'hui, j'ai eu les cheveux longs, les sandales et les cigarettes parfumées. Mais alors que tous mes copains partaient vers l'Est pour Katmandou, moi je suis parti vers l'Ouest. J'ai fait un grand voyage initiatique. On va dire, j'ai dégringolé l'Occident en 2 ans et demi, mais sans jamais aller en Asie. Je suis allé en Asie beaucoup plus tard. Et je vous ai vu, excusez-moi de le dire, peut-être que vous ne voulez pas, mais avec une cartouchière. Non? Oui, j'ai vécu 13 mois dans l'Autogrosso brésilien en 74-75, à cheval sur les 2 années. Et c'était encore la période de la dictature militaire. Et curieusement, le port d'armes était, sinon autorisé, en tout cas régulièrement pratiqué. Et oui, j'ai passé 13 mois avec une cartouchière et un Colt 45. Ouais. Et comme on me disait, vous me faisiez penser à un Christéros, mais c'est pas le sujet. Mais du coup, alors, l'humain, les kilomètres, et vous alors, Henri Cuny, qu'est-ce qui vous a nourri au départ? Bien sûr, c'est la diplomatie, c'est ce rapport un peu géopolitique, mais plus que ça, non, puisque tout à l'heure, enfin, en tout cas avant ce soir, on parlait d'Apollinaire, de Proust, on était déjà dans la littérature. Alors, oui, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre d'auteurs français, même si ça a été, au fond, par rencontre fortuite, qui ont parlé un petit peu de l'Arménie. Alors, effectivement, je vous avais raconté l'histoire de Proust, de la famille Proust d'ailleurs, parce que tout d'abord le père, Adrien, qui était médecin et que l'on envoie faire une mission d'information, comprendre d'où est partie une épidémie sur le choléra. En 1832, c'est Napoléon III qui l'envoie en mission, il va faire un voyage entre Moscou et la Mecque, qui est évidemment un lieu de brassage des populations, et au cours de ce voyage, il va passer par l'Arménie. Mais on trouve aussi des traces de l'Arménie dans l'œuvre de Proust. Dans le premier livre qu'il a écrit, qui a précédé sa grande œuvre, c'est-à-dire la recherche, il parle de ces Arméniens qui ont été massacrés, 200 000 Arméniens qui ont été massacrés,
l'Occident ne fait rien. Vous voyez qu'on est toujours quand même dans une perpétuation du même drame. Il va à Venise, il visite San Lazzaro et donc le séminaire, le monastère des Mékitaristes, qui sont les moines arméniens, où c'est la plus grande, si vous vous intéressez à l'Arménie, la plus grande bibliothèque arménienne, avec au moins 200 000 ouvrages. Vous les trouverez sur l'île de San Lazzaro à Venise. Vous y êtes allé? Oui, oui, j'y suis allé, bien sûr. Donc, en fait, Mekita était aussi un moine arménien qui lui aussi avait fui les persécutions. Et Venise, enfin, lui avait octroyé ce qui était un ancien lazaret qui est devenu un monastère. Bon, mais moi, ma rencontre avec l'Arménie, elle est tout à fait différente. J'ai vécu 6 ans en 2 fois, 2 fois 3. À 10 ans d'intervalle à peu près, en URSS, donc derrière le rideau de fer. Alors, ça a été mon premier poste, d'ailleurs, Moscou à l'époque. On appelle depuis, on n'aurait sûrement pas osé l'appeler ainsi à ce moment-là, l'époque de la stagnation, période Zastoya, comme disent les Russes, sous Brejnev. Alors je peux vous dire que vous étiez un étranger dans la rue, toute la rue savait que vous étiez étranger, c'est quelque chose de tout à fait étrange, c'est-à-dire que en principe les gens vous fuyaient, parce que puisque vous étiez étranger, vous étiez nécessairement un espion, de toute façon c'était dangereux de parler à un étranger. Moscou était quand même une ville assez grise, assez fermée. Alors ce qui surprend beaucoup, c'est qu'il n'y a pas une terrasse de café. Enfin, je vous parle du Moscou que j'ai connu à cette époque-là. Et puis, un jour, je suis parti m'occuper des questions culturelles. Je suis allé en Arménie. En Arménie... Ça, c'était quand, alors? Alors, c'était dans la période 71-74, donc je pense que c'est vers 73. Et qu'est-ce que je vois en débarquant à Yerevan? Je vois des terrasses de café, des gens qui s'assemblent, qui parlent comme chez nous, ça devenait quelque chose de complètement exotique pour moi. Et je vois partout des Arméniennes qui me sourient, parce que je suis français et parce qu'on aime la France. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qui vous offre les confiseries locales qui sont des grandes baguettes avec des noix enrobées de miel. C'est très mauvais pour la ligne, mais c'est vraiment délicieux. Et vraiment, c'est un accueil chaleureux, etc. Et là, on se dit, bon, c'est quand même l'Union soviétique, mais les peuples restent les peuples. Et c'est ça c'est le premier balisage, on va dire, de votre vie d'auteur. J'ai commencé à écrire. Mon premier roman était un roman qui était un roman un peu caricatural, disons, sur l'ENA, puisque j'ai connu aussi les délices, si je puis dire, de cet enseignement. En fait, c'est la période la plus grise de ma vie, parce que je trouvais que c'était un peu artificiel, mais en fait, il fallait en passer par là. Ensuite, j'ai écrit sur chacun des pays dans lesquels j'étais, et c'était toujours, au fond, d'aller à la rencontre de ce pays, parce que je trouve que quand vous allez à la découverte d'une autre civilisation, d'une autre culture, et bien quelque part, vous allez à une rencontre avec vous-même. Et c'est ça l'enrichissement de la question. Oui. Alors on m'a souvent posé la question, mon premier roman, si vous voulez, c'était après sous Gorbatchev, ça s'appelait Un printemps de Russie, donc c'était l'époque de la perestroïka, et je me souviens toujours c'est très rare d'ailleurs qu'une journaliste soviétique vienne vous voir, parce que elle parlait du livre d'un étranger, etc. Et elle m'a dit, la première question que je veux vous poser, est-ce que vous êtes d'origine russe? Et cette question, on l'a pratiquement posée dans chacun des pays où j'étais, mais en changeant évidemment de nationalité à chaque fois. Sachant que je crois que vous avez appris les langues, non? Alors j'ai appris systématiquement les langues des pays dans lesquels elle était. Alors l'Arménie, c'est venu quand même tard, parce que c'était mon premier poste d'ambassadeur.
j'avais 55 ans, je me suis mis à l'arménien oriental, mais sérieusement, c'est-à-dire avec l'alphabet, etc. Et j'ai toujours fait, d'ailleurs, quel que soit le pays où j'étais, mes discours du 14 juillet dans la langue du pays. Donc je l'ai fait en arménien oriental à l'époque, et puis quelques années plus tard, je l'ai fait en slovaque. C'était encore une autre aventure. Merci Henri, merci. Alors, Jean, je vous appelle par votre prénom. Hein. Oui. Alors, un lien, il n'y en a pas beaucoup hein, avec Henri Cuny, parce que vous démarrez par la photographie. Est-ce que c'est la photographie qui vous a emmené sur le sujet de la littérature, puisque vous êtes aussi éditeur, puisque vous êtes co-auteur? Pas vraiment. C'est vraiment un hasard, mais ce n'était pas du tout mon métier. Éditeur, j'ai fait plusieurs métiers dans ma vie, tous avec passion. J'étais musicien, j'étais photographe, informaticien, comptable. Et je suis devenu éditeur un peu par la force des choses parce que j'étais actif dans la communauté arménienne concernant la loi reconnaissant le génocide arménien en France. Et il fallait un livre référence pour la pédagogie des politiques qui allaient voter cette loi, avec difficulté d'ailleurs. Et on m'a proposé de rééditer un livre qui a été fait sur Arshak Chobanian. Arshak Chobanian, c'est la personne qui a fait connaître les Arméniens en France. Si aujourd'hui les Français connaissent les Arméniens et qu'ils ont une certaine sympathie pour les Arméniens, c'est grâce à Arshak Chobanian qui était un poète patriote qui a vécu au début du siècle dernier et qui a passé presque la moitié de sa vie en France. Alors, il n'était pas du tout politique, mais il est devenu un lobbyiste à travers des gens comme Anatole France, Pierre Quiard, Antoine Meillet, enfin, tous les gens qui comptaient à l'époque pour parler de la cause arménienne. Alors, et ce n'est pas pour rien qu'on appelait Arshak Chobanian l'ambassadeur de lettres arméniennes en France. Et donc, quand on a sorti ce livre, on a voulu continuer là-dessus, puis on a sorti 2 ou 3 livres. La suite est devenue une sorte de revue qu'on sort jusqu'aujourd'hui, qui s'appelle Europe et Orient, donc c'est pareil. C'est ça, vous êtes entouré de beaucoup de livres. Oui, donc je n'ai pas de pardonner aussi. Le moindre mal. Voilà. Avec François-Xavier Bellamy, que nous allons recevoir ici. Oui, voilà. Et donc, finalement, l'édition Sigest a pris son envol. Tout à l'heure, on parlait beaucoup de voyages. Finalement, quand j'étais enfant, je voyageais à travers des livres comme Jules Verne ou autres. Et finalement, c'est Tintin qui m'a fait voyager parce qu'on a pris la décision en 2006-2007, quand il y a eu la lettre de l'Arménie en France, traduire les albums de Tintin en arménien. Donc nous sommes le premier éditeur exclusif dans le monde à avoir traduit le Tintin en arménien, qui, le premier, c'était le 7 boules de cristal, en arménien. Et donc ça nous a boosté, si vous voulez, comme... Quelle année, ça, cette édition? 2007. 2007. Et donc on a signé un contrat exclusif avec Castelman, qui, quand on les a vus d'ailleurs, ils nous ont dit c'est Dieu qui vous a envoyé. On attend depuis 15 ans quelqu'un qui veut traduire cela en arménien. Alors il y a une deuxième chose qui nous a poussé, faciliter la chose. Juste avant l'arménien, s'était traduit en turc. Alors, j'ai dit, si c'était traduit en turc, il faut absolument que je le fasse en arménien. Donc c'était une obligation pour moi. Alors ça nous a apporté pas mal d'argent que nous avons réinvesti cette fois-ci, pas forcément sur des livres commerciaux, mais qu'il fallait sortir. Et c'est là que je ne connaissais pas l'Arménie. J'ai connu l'Arménie en 2001 pour la première fois parce que je n'avais aucune lien ni parentale ni autre avec l'Arménie. Je suis né à Istanbul. Donc je me suis installé en France en 1970 et 2001, c'est la première fois que j'allais en Arménie. Et là aussi, ça m'a fait une page tournée dans ma vie. Quand j'ai vu l'Arménie, alors depuis des années, depuis que je suis en France, je n'ai jamais mis les pieds en Turquie. Hein, j'étais sorti avec une leitmotiv après les pogroms de 1955. J'avais 10 ans. J'avais dit, je ne vais pas vivre dans ces pays. Et si un jour je suis marié, si j'ai des enfants, il ne faut pas qu'ils naissent dans ces pays. Donc c'était le leitmotiv. Donc j'ai tout laissé, toute notre richesse, les immeubles, l'atelier de mon père, et ainsi de suite, pour commencer à zéro en France, un pays qui nous a accueillis, et nous avons refait notre vie. Alors, l'Arménie, c'est un autre pays. Alors, il y a une, je
parle sous le contrôle de thérapeute. Et quelqu'un, un journaliste ami turc, m'a dit, mais tu as substitué le pays que tu as perdu, la Turquie, avec l'Arménie. Parce que l'Arménie est devenu mon deuxième pays. J'ai maintenant le double nationalité, donc je suis français, je suis arménien, je suis vraiment doublement riche. Hein, et donc cette aventure, ça a continué, et puis nous avons repris, nous avons plus de 200 livres dans notre catalogue hein, depuis 2004, que nous avons commencé l'édition. Nous avons commencé à faire connaître la littérature arménienne, peu connue en France. Par exemple, les contes de Hovhannes Toumanian. Toumanian, pour faire court, c'est le Pouchkine des Arméniens. C'est vraiment l'auteur adoré des Arméniens. Mais, comme je vous ai dit l'autre jour au téléphone, il a écrit tout ça il y a plus de 100 ans. Mais c'est tellement actuel, c'est incroyable. Dans ce livre, Mon ami Toumanian, il y a plusieurs contes. Il y a un conte qui s'appelle La goutte du miel. Et La goutte du miel, il faut lire ce conte, parce qu'on peut le lire à deux niveaux, enfant ou adulte. Quand je pense à la guerre Russie-Ukraine, ou la guerre Azerbaïdjan-Turquie, vous lisez ça et vous verrez que comment, en partant d'une goutte de miel, on arrive à une guerre. Et à la fin, les gens se demandent mais comment on est arrivé là. Mais donc il faut remonter dans l'histoire pour voir d'où ça vient. On va se plonger dans tous ces livres. Alors, je reviens, merci beaucoup. Je reviens à Ondine. Ondine, alors vous parliez de poèmes tout à l'heure. Creusons un peu, si vous le voulez bien, un peu ces poèmes-là, parce qu'on parle de contes. Et quand on va en Arménie, on se rend compte que l'âme arménienne, c'est de la poésie quelque part, non? Oui, je pense que c'est ce qui est beau dans la poésie, et on le ressent beaucoup dans ces textes de cette culture, c'est vraiment, il y a une imprégnation qui est comme une mélodie, et ça nous connecte de manière immédiate à ce qui fait un peuple et une histoire, parce que par le biais des sens, on peut vraiment en appréhender toute la richesse. Donc je trouve que dans le travail d'écriture tel que je le vis, en tout cas dans ce livre Le Parfum de l'exil que j'ai écrit sur mon histoire familiale, j'ai retrouvé beaucoup de mémoire par le biais des sens et par un accueil vraiment particulier et un lien particulier que j'ai eu à mes personnages, puisque quand j'ai écrit ce livre, je n'avais pas connaissance réellement de tout ce qui s'était passé dans ma famille. Et encore une fois, ça a été vraiment une enquête et un cheminement pour reconstituer à travers des lettres, des photos et des enregistrements ce qui était réellement arrivé à ma famille. Et comme je le disais tout à l'heure, j'ai des origines arméniennes et libanaises, donc il y a le génocide, il y a des exils, des guerres, et il y a quelque chose du coup de très important à nettoyer. Je parle là en tant que femme, en tant que thérapeute et en tant qu'écrivain. Il y a vraiment dans ce que j'ai voulu mettre et transmettre dans ce livre l'importance, la valeur de la vie humaine, la valeur du vivant, et que mon travail d'écriture est très structuré autour de ça, quel que soit le livre que j'écris, c'est toujours sur ces sujets que je travaille, parce que je le vois aussi dans mon cabinet avec mes patients, à quel point l'altération du lien peut créer de souffrance, et pas seulement pour les personnes qui le vivent dans le moment, mais pour les descendants. Et il y a toutes ces questions sur ce qui se transmet aussi par les gènes, puisque des équipes de chercheurs travaillent sur ces questions de la transmission des traumatismes par la mutation de gènes qui font qu'on retrouve des marqueurs dans les gènes jusqu'à la 3e génération. Et ça, c'est un sujet aussi très intéressant, et que il y a vraiment, quand on vit des traumatismes, une altération qui s'opère avec des choses qu'on connaît sur le plan de la sidération, de la dissociation qu'on peut vivre, mais il y a vraiment quelque chose qui se retrouve aussi dans les gènes, et du coup il y a vraiment un travail important à faire et à comprendre pour être vraiment profondément du côté du vivant. Oui, c'est ça. Vous êtes du côté du vivant, vous êtes du côté du verbe aussi, que vous
écrivez à travers vos poésies, à travers vos romans. Vous, Yann, vous êtes passé par le journalisme et par ces kilomètres dont on parlait tout à l'heure. Et à quel moment on fait le lien justement avec l'Arménie et avec la littérature? À quel moment de votre vie? Avant de répondre à cette question, mais de cette façon je réponds, je vais rebondir sur 2-3 choses qui ont été dites. Allez-y. Quand vous avez demandé à Andine par quel livre elle est rentrée en Arménie, moi, curieusement, c'est Alexandre Dumas. Parce que quand j'étais gamin, j'étais persuadé que D'Artagnan était arménien. J'étais vraiment persuadé. On était tellement dans une mouvance de communauté arménienne que pourquoi pas, j'en étais persuadé. Pour ce qui est de l'arménien, quand Henri raconte comment il apprend les langues de chaque pays, bien entendu, moi, maintenant j'ai 72 ans, je ne vais pas me mettre à apprendre l'arménien, mais j'ai essayé. Et j'ai voyagé pendant des années et des années, j'ai fait beaucoup de pays partout. On ne m'a jamais rien volé. Je ne me suis jamais rien fait voler. Rien. Jamais. En Afrique, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, dans les mauvais quartiers de New York, jamais rien. La seule chose qu'on m'ait volée dans ma vie, c'est le jour où j'ai décidé d'apprendre l'arménien. J'achète la méthode Assimil, et le jour même, on me la vole dans la voiture. Et donc, ce jour-là, il y avait un signe quand même quelque part. Elle était en édition limitée, non? Et ensuite, pour rebondir sur ce qu'ils disaient les gens à propos de ce conte, La goutte de miel, et quand Henri évoquait Léna, je pense que c'est un conte qu'on devrait enseigner à Léna. On devrait enseigner à quel point l'enchaînement absurde des choses peut pousser au pire. Ce conte, il est aussi fort que Baptême Brun sur la Shoah. C'est quelque chose d'aussi fort. Après, comment je suis arrivé à l'Arménie, j'y suis jamais arrivé, j'en suis jamais parti. C'est-à-dire que j'ai été bercé par la culture arménienne, le folklore arménien, la cuisine arménienne, la mélodie de la langue. Même si je ne la perdais pas, vous savez, il y a cette chose assez bizarre quand on est gamin, qu'on arrive à suivre les conversations dans des langues qu'on ne connaît pas. Parce que quelque part on saisit le sens essentiel et je pouvais suivre grosso modo le sens d'une conversation. Donc je suis né comme ça et j'ai toujours travaillé ça avec moi. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le côté de nomade culturel, j'ai toujours eu ça avec moi. Et donc je n'ai jamais rencontré un jour, je me suis dit tiens, ça c'est l'Arménie. Ça a toujours été là. Quand j'étais dans le Mato Grosso, il faut voir ce que c'est, le Mato Grosso en 1970. On est au Brésil, c'est ça? C'est le sud du Brésil. Le Pantanal est un des plus grands marécages du monde pendant la saison des pluies, 600 km sur 300 km. Et il y a 2-3 bleds qui sont faits de quelques cabanes, etc. Et dans un de ces bleds, je cherche un peu, il n'y a pas de rue, il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas d'hôtel, et c'est vraiment un trou perdu. Et là, au détour d'une baraque, je tombe sur un restaurant tenu par un Arménien. Et donc je suis au cœur du Mato Grosso, et le gars me fait les beurregs, etc. C'est ça mon arménité. Encore une fois, j'utilise ce mot que je n'aime pas beaucoup, mais c'est ça. C'est-à-dire d'être pratiquement sûr, partout où je vais, de tomber sur quelqu'un qui, de près ou de loin, sera relié à l'Arménie. Et il est devenu l'un des héros de vos 20 ou plus romans, non? Qui est devenu un héros? Eh bien, cet Ah oui, Arménien. oui, là on est en Arménie, oui, bien sûr. Non mais, tout à l'heure, je répondais en riant sur le livre. Le livre qui m'a marqué, et je n'ai compris qu'après coup que ça avait un lien avec l'Arménie, c'est l'arrangement d'Elia Kazan. Ne me demandez pas pourquoi, c'est mon livre de chevet. Et j'aurais pu parler d'America, qui était le film qu'il a fait. Et j'ai su seulement après que d'une certaine façon il y avait un lien, Elia Kazan avait un lien avec l'Arménie. Mais cette façon d'écrire, qui est à la fois très proche des choses qu'on a vécues, et en même temps qui sont extraits, c'est ce qui m'a donné envie d'écrire. Pour moi, la définition d'écriture, c'est réussir à exprimer des sentiments universels à travers des destins individuels. C'est-à-dire que nous, en tant qu'auteurs, on crée des destins individuels, mais dont la seule fonction est d'essayer de sublimer ces émotions universelles, de façon à ce que chacun puisse les ressentir. Donc, tout ça est venu, c'est un peu comme les voyages. Des fois, on me dit, mais comment on part 27 mois en voyage? On ne part pas 27 mois en voyage, on part. Et puis, jour après jour, l'occasion nous est donnée d'aller plus loin.
Et l'écriture, c'est pareil, ou la rencontre, c'est pareil, il y a pas un moment où on se dit, tiens, ça commence là, ça finit là. La seule chose qui se termine pour moi, pour créer quelque chose, c'est le voyage et l'écriture. Donc un voyage n'existe que quand il est terminé, et qu'une fois qu'on est rentré, parce qu'avant c'est juste une expérience de vie, c'est pas un voyage, et l'écriture c'est pareil. Le livre existe quand on a fini d'écrire. Donc voilà, c'est je ne sais pas si très bien si je réponds à la question. Si, c'est très intéressant. Donc, du coup, c'est vrai que vous soyez à côté d'Ondine parce que j'ai l'impression qu'il y a une quête, je reviens un peu humaine pour la thérapeute, et puis une quête journalistique, mais aussi de globe-trotteur qui veut écrire sur ce qu'il vit. Pour moi, il y a forcément une quête. C'est ce qu'on dit dans un livre. Hein. Dans un livre, quelquefois, quand on parle avec un éditeur qui travaille sur la structure de bouquin, et s'il y manque quelque chose qui est une sorte de fil rouge, la question générale c'est mais quelle est la quête? Il doit y avoir un but, c'est-à-dire le livre, aussi aventureux soit-il, doit prendre le lecteur par la main pour qu'il comprenne qu'il doit arriver à quelque chose. Oui, merci. Henri Cuny, alors, vous voulez réagir? Oui. Le micro, s'il vous plaît. En fait, ce dont a parlé Ondine me rappelle un livre qui m'a marqué, dont j'ai oublié le nom de l'auteur parce qu'il est turc et je ne retiens pas les noms turcs, mais simplement parce que je n'ai jamais été en Turquie, enfin j'ai travaillé en Turquie, hein, c'est pas du tout. Et qui s'appelle, mais le titre je m'en souviens très bien, c'est le livre de ma grand-mère. Vous avez peut-être lu ce livre parce qu'il ressemble beaucoup à votre expérience, et c'est l'histoire d'une petite fille qui grandit, qui devient adulte, qui a cette grand-mère qui vit en Turquie, qui vraiment remplit tous ses devoirs de bonne musulmane, et qui de temps en temps l'emmène quand même chez des amis, et elle trouve que ses amis sont un peu différents du reste de la société, et surtout que les pâtisseries qu'on mange, vous savez, c'est comme la petite Madeleine de Proust, si on veut revenir à Proust, les pâtisseries qu'on mange, elles n'ont pas le même goût, elles ont quelque chose de tout à fait spécial. Et il y a un mystère autour de cette grand-mère. Et la grand-mère vieillit. Un jour, elle sent que sa fin est proche. Et quelques jours avant de mourir, elle raconte à sa petite fille sa vie. Ben voilà, moi j'étais une petite fille comme toi. À 7 ans, il y a eu une rafle dans mon village. Un cavalier turc, un gendarme turc m'a pris sur son cheval. Et il m'a amené chez lui. Et c'était un couple qui n'avait pas d'enfant, et il s'est attaché à elle. Du côté de l'épouse, ça se passait beaucoup moins bien. Et donc, elle a eu la vie d'une enfant adoptée évidemment dans la culture turque, dans la religion turque, musulmane. Et elle, à la fin de sa vie, elle dit « Mais je pense que ta mère, elle existe encore, elle doit être quelque part, et elle va retrouver la trace de sa mère en Amérique. » Donc c'est un livre très court, extrêmement touchant. Et on m'avait demandé en fait de faire partie d'un jury du livre arménien sur la diaspora, c'était à Marseille. Et moi j'avais voté pour ce livre, j'ai été suivi. Et quelques mois après, l'éditeur, donc un éditeur turc, mais qui prenait parti, lui, pour la reconnaissance du génocide arménien, a été assassiné. Et donc, ça m'a marqué doublement ce livre. Mais si vous en retrouvez la trace, je pense que ça doit être assez facile avec Internet, vous le lirez, je pense, avec beaucoup d'intérêt.
Merci, merci Henri. Jean, alors vous êtes venu avec des livres, je le redis, mais vous avez eu aussi des prix, en tout cas les éditions Sigest en 2008, je crois, si ma mémoire est bonne. Et alors dites-moi justement quel est le livre qui vous a marqué le plus particulièrement, qui répondrait à cette question sur l'Arménie, sujet de la littérature en France. Parce que vous recevez beaucoup d'auteurs, hein, quand même, beaucoup de livres, Oui. chaque année. Alors, deux choses. Il faut dire d'abord que les éditions Sigest et aussi l'association Institut Jomania, ils ont une spécificité. Nous sommes complètement indépendants, financièrement et idéologiquement. Nous n'avons aucune subvention, nous ne demandons pas, et nous ne sommes pas assujettis à des partis politiques, ni en France, ni en Arménie. Vous savez que nous avons une certaine liberté, certains avantages par rapport à d'autres. Nous ne sommes pas Flammarion, nous ne sommes pas Rocher, mais nous pouvons publier des livres sans tabou. Il n'y a pas de sujet tabou. À partir du moment où on reste dans le clou, on reste évidemment dans le cadre de la loi française. Ça, c'est une chose. Maintenant, le livre qui m'a marqué, il est tellement... Vous savez, quand j'étais à Istanbul, par exemple, jusqu'à 18-20 ans, on était, comment dirais-je, on nageait aussi bien avec André Gide qu'Anatole France, Dostoïevski, Pouchkine, vous voyez, on était quelques copains, chacun lisait un livre, après on se réunissait autour d'une table avec de la bière jusqu'au petit matin pour discuter, philosopher, tout ça. Donc tout ça, ça m'avait marqué. Mais je leur ai dit, autant qu'on peut voir l'Arménie en photo, en film, en documentaire ou autre, le jour où j'ai mis les pieds sur le sol arménien, et surtout quand j'ai vu le mont Ararat de mes yeux, chacun peut le percevoir à sa façon. Donc on peut être un touriste, bon, c'est une montagne. Moi, ça m'a fait quelque chose. C'était une page qui était tournée dans ma vie. Surtout que vous avez un œil de photographe. Photographe. Et d'ailleurs, c'est avec la place de la République qu'on appelle le Rabarag en arménien, Yerevan, mon Ararat, c'est l'un des sujets que j'ai photographié le plus. Et je profite de cette occasion, ce n'est pas pour faire de la publicité, mais le livre n'est pas là. Pour ceux qui s'intéressent à... Alors, d'abord, je dois dire une chose. Je suis arménien, je suis descendant des rescapés du génocide arménien, aussi bien moi que ma femme. Mais, ceci dit, à partir du moment où c'est une histoire de devoir de mémoire, ça je le concède, mais pour moi, l'histoire de l'Arménie ne commence pas en 1915, elle ne finit pas avec la négation turque. Nous avons une histoire de 3000 ans, très riche. Et moi, ce qui m'a fasciné en Arménie, quand je vais en Arménie, c'est un pays de 30 000 km² comme la Belgique, 2,5 millions, 3 millions d'habitants, mais je n'ai pas vu un pays aussi riche, comme on parlait de l'âme ou des rencontres. Vous savez, maintenant 20 ans que je vais en Arménie, ou plus de 20 ans maintenant. À chaque fois que je vais, je rencontre quelqu'un de formidable. Alors ça peut être un auteur, ça peut être un peintre, ça peut être un éleveur de chiens, le fameux Gamper, tout ça. Bon. Donc c'est quelque chose qui est très prenant. Donc je n'ai pas vraiment un livre à dire, mais comme disait Manu, par exemple, Dumas, tout ça, évidemment, c'était notre jeunesse. Hein. Arsène Lupin, par exemple, ce n'est pas le même niveau, mais on était vraiment imbibés de ça. Et n'oublions pas une chose, que je suis de l'école Brétalien de Bolis, d'Istanbul. Brétalien, c'est les méritaristes de Vienne et de Venise, donc il y avait deux écoles. Et donc nous sommes aussi imprégnés de cette culture méritariste qui nous a donné cette souffle, cette âme d'Arménien avant même que je sois en Arménie. Mais pour finir, on parle de l'arménité, c'est un mot aussi, on peut mettre beaucoup de choses dedans, mais je vais dire une chose. J'ai fait toutes mes études à Istanbul, lycée, université américaine, université turque, ainsi de suite. J'arrive en France, en 70, c'est là que j'ai découvert mon arménité. Pourquoi? Quand j'achète le livre de Pastel Madjian, l'histoire d'Arménie, c'est là que je vois que nous avons 3000 ans d'histoire. J'ai envoyé une lettre à ma maman, j'ai dit envoie-moi les 3 livres d'histoire du lycée, donc les 3 dernières années. J'ai comparé pendant 6 mois, page par page, ce que nous apprenions en Turquie sur l'histoire générale et sur l'histoire de la Turquie. L'Arménie était complètement effacée des livres.
Et c'est ce que je disais chez Pasteur Madian. Donc c'est là que j'ai compris que pour avoir une identité, il faut 3 choses. Il faut la langue, il faut la religion si on est croyant, et il faut aussi l'histoire. En Turquie, ils nous avaient laissé, à nous, aux Grecs, aux Juifs, nous avions des écoles privées, hein. Alors, ils nous avaient laissé la religion, donc ça allait, la langue, ok, mais l'histoire complètement effacée. Ça veut dire que même jusqu'aujourd'hui, vous lisez un livre turc d'histoire et l'atlas correspondant avec 54 pages de cartes, ou avec Photoshop, parce qu'ils ne peuvent pas changer les cartes du monde, hein, donc ils ont quand même enlevé le mot Arménie, le mot Yerevan, des cartes, voilà, on en est là. Donc tout ça, ça fait que l'identité, c'est quelque chose qu'on peut découvrir à 50 ans, 60 ans, et surtout quand on est en Arménie, alors c'est encore autre chose, parce que là on voit vraiment des gens avec leurs âmes et leur sincérité. Merci beaucoup Jean, du coup vous donnez un peu la transition avec la deuxième partie qui est un échange un peu plus entre vous là, puisqu'on parle d'identité, puisqu'on parle d'histoire. Je recommence par Ondine. Ondine, vous, c'est l'histoire humaine que vous traitez, et en même temps, à travers vos romans, il y a quand même un peu de voyage, non, un peu de poésie. Comment on fait le lien, justement, c'est ma question pour tous les 4. Comment on fait le lien entre l'histoire, dont le mot vient d'apparaître par la bouche de Jean, les drames, vous en avez parlé tout à l'heure, vous avez parlé de traumatisme, et on parle bien sûr et malheureusement de génocide, de pogrom, et puis la richesse de la littérature. Je pense que pour ce qui me concerne, très petite, j'ai entendu, alors je ne sais pas, je ne me souviens pas dans quel contexte, mais j'ai entendu l'histoire du grand-père de ma grand-mère, et j'ai entendu l'histoire de cet homme qui était un notable à Marache et qui a eu la tête coupée, mise sur une pique et promenée 3 jours dans la ville. Et petite, je devais avoir 3 ans, j'ai commencé à faire des cauchemars. Et c'est pas quelque chose qu'on a dû me raconter, c'est quelque chose que j'ai dû entendre s'échanger. Et c'est la seule information que j'ai eue de l'histoire de ma famille. Et du coup, je faisais des cauchemars toutes les nuits. Et il y a quelque chose, donc l'accès à mon histoire familiale et à l'histoire de l'Arménie s'est fait sur cette image choquante que j'ai visualisée et qui me hantait sans que je puisse la relier à quelque chose de précis. J'étais petite et ensuite personne ne m'a raconté. Et j'ai après senti chez ma grand-mère qui mettait de la générosité dans la cuisine arménienne, elle communiquait de cette façon-là. Il y avait quelque chose de très important pour elle et je sentais cette dimension tragique dans son histoire puisqu'elle avait tout perdu. Il y a eu vraiment quelque chose pour elle d'extrêmement difficile, évidemment. Et ce qu'elle n'a pas pu me transmettre, j'ai été le chercher pour écrire ce livre. Et pour moi, il y a une histoire faite de tellement de douleur que ça n'était pas possible, en étant si proche du brasier, de communiquer parce que c'était encore trop douloureux et que j'ai le sentiment, moi comme d'autres, d'en avoir hérité et qu'il fallait en faire quelque chose pour honorer la mémoire, pour honorer la vie aussi, et pour moi-même, en portant quelque chose que je ne comprenais pas. Et c'est seulement ensuite que j'ai pu partir sur les traces pour me souvenir de cette mémoire dont j'étais imprégnée sans qu'il n'y ait jamais eu de mots posés. Ma grand-mère est morte quand j'avais 16 ans, donc je n'ai pas pu échanger là-dessus avec elle. Mais j'ai beaucoup, en écrivant ce livre, convoqué cette lignée et j'ai senti qu'il y avait comme un accompagnement pour moi dans ce livre de toutes les âmes sans sépulture. Et pour moi, il était important, on parle du verbe de vie, il était important de parler, de le transformer à ma manière et aussi de pouvoir profondément être du côté de la vie parce qu'il y a cet héritage, mais c'est aussi l'importance d'honorer la vie, le vivant. Et aujourd'hui, il y a d'autres combats à mener pour le vivant. C'est le sujet de mon nouveau livre « Il ne faisait que rêver », où il y a aussi des atteintes au vivant. Aujourd'hui, on parle beaucoup du transhumanisme, des gens qui cherchent à améliorer l'être humain. Qu'est-ce que ça veut dire s'améliorer? À quel prix?
Et l'âme peut être aussi menacée. Alors justement, on va en parler tout de suite après. Mais Yann, est-ce que vous voulez réagir là-dessus? Parce que c'est ce que vient de dire Nadine, c'est à la fois crucifiant, puisqu'elle a parlé de verbe de vie, et en même temps, il y a une résurrection, il y a déjà la sienne, si j'ai bien compris, si j'ose dire. Et puis en même temps, elle partage. Oui, mais c'est le problème qu'on a évoqué, c'est que, comme disait Jean, il y a un socle qui fait que nous sommes plus ou moins arméniens. Langue, religion, histoire. Moi, il me manque des bases. Je ne parle pas la langue, je ne suis pas forcément religieux, je connais un peu l'histoire, et pourtant je me sens quand même arménien. Mais je me sens arménien d'une diaspora, qui n'est pas l'arménien d'Arménie. C'est différent. Nous, on a une position dans la diaspora plus intellectualisée de ce que de ce que le peuple peut être. Et d'ailleurs, on n'est plus en guerre. Parce qu'on est ici, et on parle de la guerre qu'il y a là-bas. Eux ont un pays à faire tourner. Ils ont les mains dans le cambouis. Ils ont des contraintes, ils ont des frontières, ils ont des ennemis aux frontières. Donc il y a déjà toute cette ambiguïté-là. Être arménien là-bas, c'est pas comme être arménien ici, et être arménien comme je le suis, c'est pas être arménien comme Jean peut l'être, etc. Il y a plusieurs façons de l'être. Moi, ce qui m'interpelle dans ce que vient de dire Ondine, c'est que bien entendu, ça recoupe les bouquins que j'ai écrits. On s'appuie sur le socle commun du génocide, de l'horreur que ça a été. Mais moi, je suis tourmenté par autre chose. C'est-à-dire que moi, je suis la 3e génération, mes enfants sont la 4e génération, mes petits-enfants sont la 5e génération. Et si dans 10 générations, le seul socle qui nous tienne est le souvenir du génocide, qu'est-ce qu'on aura construit? Moi, la question qui me fascine et à laquelle j'arrive absolument pas à répondre, parce que c'est un peu tard dans ma vie et je n'ai pas rencontré toutes les personnes qu'il fallait pour y répondre, mais c'est qu'est-ce qu'on veut faire de l'Arménie? Qu'est-ce qu'on veut faire de ce pays? Qu'est-ce qu'il va devenir? Quel type de pays il veut devenir? Bon, il a opté pour une démocratie parlementaire, etc. Mais en dehors de ça, si on prend ses contraintes, il est coincé là où il est, pas d'accès à la mer, pas de grandes richesses naturelles, un peu coupé des grandes énergies. Qu'est-ce que ce pays, qui va inventer un pays qui dira quelque chose à la génération 10? Mais si on veut, vous savez, il y a un proverbe des natifs amérindiens, je crois que c'est Sioux ou Lakota, je me souviens plus, qui dit, quand tu veux faire quelque chose, essaie d'imaginer ce que ça va provoquer dans cette génération. Voilà, ce que je me pose, la question que je me pose, c'est si on parle d'Arménie, si on veut réfléchir à l'Arménie, qu'est-ce qu'on peut faire qui fasse que dans cette génération, ce pays soit encore existant et encore heureux? Et naturellement, je n'ai pas la réponse. Mais même après avoir écrit ce bouquin vraiment axé sur le génocide, même après avoir écrit le deuxième qui va paraître bientôt, qui est axé sur le retour en 1947, on reste, le seul vrai ciment qui nous tient, c'est celui de ce drame. Et je pense que, heureusement qu'il y a des festivals comme celui-ci, qui fait que le ciment s'élargit par la culture, par la danse, par la musique, par la photo, par la littérature, par la cuisine. Mais pour moi, il manque quelque chose quelque part qui fédère tout ça pour se dire, voilà, il y a une Arménie à construire, elle va dans cette direction-là, et on aimerait bien qu'elle soit comme ça dans 3, 4, 5, 6 générations. Qui veut rebondir Oui, allez-y, Jean. Avec le micro, s'il vous plaît. Ça va exactement dans le sens de Manouk. La raison pour laquelle j'ai réuni autour de moi 5 personnes pour diriger ce livre qui s'appelle La pensée stratégique arménienne, c'était après la guerre d'Artsakh, avec un constat, exactement en partant d'une même idée. Qu'est-ce qu'on laisse à... C'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'histoire arménienne ne commence pas en 1915. Et malheureusement, parce qu'il faut savoir faire aussi son autocritique, l'Arménie, après l'indépendance, a perdu 30 ans. Pendant 30 ans, pour des raisons X ou Y, les différentes présidences n'ont pas mis l'Arménie sur le bon chemin pour justement profiter de cette émancipation du régime bolchevique, pour avancer. Parce que 70 années de communisme, c'était une chape de plomb
sur la culture arménienne, sur l'identité arménienne, mais on a vu tout de suite, dès que ça s'est enlevé, donc les gens sont revenus. Évidemment, comme disait Manu, nous ne prétendons pas donner toutes les réponses, mais au moins on a voulu poser des questions. Alors, avant sa démission, l'année dernière, j'ai rencontré pendant 1 heure le président arménien Armen Sarkissian, au nom de l'Institut Chobanian, parce que de temps en temps nous sommes consultés sur tel ou tel sujet. Et comme disait Manouk, notre vue diasporique, pour certains c'est important aussi, parce qu'eux ils ont une autre culture, nous avons une autre culture. Nous avons, chaque Arménien, par exemple, un Arménien de France n'a pas les mêmes approches de certaines problématiques qu'un Arménien des États-Unis, parce que chaque pays a ses intérêts. Donc c'est assez complexe. Mais il y a quand même quelques gens qui sont intéressés à ça. La réponse qu'il m'a donnée le président Armen Sarkissian, c'était que, d'abord, il ne faut pas oublier une chose, tous les empires qui ont envahi l'Arménie, ils ont disparu. Tous, sans aucune exception. Les Arméniens sont toujours là. Alors, est-ce que c'est un miracle? Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Je ne sais pas, je ne connais pas la réponse. Mais l'Empire mongol, les Perses, l'Empire soviétique, l'Empire ottoman, ils ont tous disparu. Maintenant, Armen Sarkissian disait, nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas des richesses que les autres ont. Par contre, nous avons une jeunesse tournée vers l'avenir, vers les nouvelles informatiques, les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle. Et je peux vous dire que c'était un peu mon métier. J'ai rencontré des jeunes en Arménie. D'ailleurs, une grande partie de l'université française UFAR en Arménie, qui, sans aucun complexe, peuvent se comparer à des techniciens d'ici. Voilà. Je pense que l'avenir déjà de l'Arménie, c'est d'abord avancer sur ce terrain-là, parce que les nouvelles technologies peuvent se faire même au loin. Donc, ils ne sont pas obligés de venir en France ou autre, ils peuvent rester sur place et travailler. Dans ce livre, il y a une phrase qui résume notre relation avec la Russie. Je l'exprime ceci, c'est un ami qui l'a dit, donc je l'ai mis dans le livre. L'Arménie ne peut pas et ne pourra pas exister sans la Russie, point. Mais le plus grand problème de l'Arménie, c'est la Russie. Voilà. C'est la Russie. Alors, du coup... la pensée stratégique arménienne, donc ça parle de cette idée-là pour donner quelques pistes des relations avec la Chine, avec l'Inde, d'autres pistes, sans se mouiller avec la Russie quand même. Du coup, Henri, vous qui avez vécu en Russie et en Arménie, vous comprenez ce que vient de dire Jean, j'imagine. En fait, avec le micro, les uns et les autres disent... vous l'avez vécu en fait. Oui. Je reviens un moment sur ce qu'a dit Yann Manouk, qui est très, très, très important. Ce problème, au fond, de compréhension parfois entre la diaspora et l'Arménie, les Arméniens d'Arménie, c'est exactement ce qu'il a dit, c'est-à-dire que la diaspora vit ici, et eux vivent là-bas. Et pour la diaspora, et ça je l'ai constaté dès mon arrivée, l'histoire s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée en 1915, et toutes les fois où je recevais, et j'en ai reçu beaucoup, des délégations de la diaspora qui venaient autour d'un député, d'un sénateur. La question était toujours le génocide, la reconnaissance du génocide. Bon, ça intéresse d'abord la Turquie pour la reconnaissance. Et il était très difficile de dire, oui, l'Arménie aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est un territoire qui est à peu près à la superficie de la Belgique, comme vous l'avez dit, qui a très très peu de ressources. Je crois qu'il y a un peu de molybdène quelque part. Les Arméniens eux-mêmes l'appellent le pays des pierres. Mais ce pays était un carrefour de tout temps. Et sa richesse, c'était justement le carrefour des voies commerciales. Aujourd'hui, c'est un cul-de-sac, puisque ces deux grandes frontières, à l'est et à l'ouest, sont fermées. Ce sont des lignes de conflit avec la Turquie d'un côté, avec l'Azerbaïdjan de l'autre. Et l'Arménie ne communique par voie terrestre avec le monde extérieur. Enfin, à l'époque où j'étais, ça n'a pas dû changer depuis, par deux
deux mauvaises routes au nord qui partent sur la Géorgie. Et depuis, on s'est rendu compte que la Géorgie, la Russie a remis la main mise, a remis la main sur deux provinces républiques autoproclamées, selon la tradition russe, et communique au sud avec l'Iran par la largeur d'un pont. Voilà. Et donc, quand vous allez à Goumri, qui était autrefois un nœud ferroviaire, ben aujourd'hui vous voyez des wagons qui pourrissent sur les rails, tout est rouillé, tout est à l'arrêt. Et donc c'est ça qu'il faut effectivement bien faire comprendre. Et moi j'ai saisi tout de suite en tant qu'ambassadeur que c'était pas moi qui pouvais dire ça à la diaspora, parce que immédiatement il y avait le sentiment, moi je ne suis pas arménien, donc je ne pouvais pas comprendre l'Arménie et que je ne pouvais pas comprendre cette vision qui est, vous savez, de l'Arménie. Et ce que j'ai fait, c'est que toutes les fois où j'avais des délégations qui venaient, j'avais mis juste une limite, je dis 48 couverts, parce que la République ne m'a pas fourni davantage d'assiettes, donc on va s'arrêter à 48. Alors on faisait des tables rondes, évidemment un peu plus grandes que celle-là, de 8 ou 10 ou 6 tables de 8. Voilà. Mais à chaque table, je mettais un jeune étudiant de cette université, dont je dirais peut-être un mot par la suite. L'UFAR. Que vous connaissez bien, parce que ça, c'est, quand on parle de l'avenir de l'Arménie, c'est de ça qu'il faut parler. Et lorsqu'il y avait une question qui venait sur et l'avenir de l'Arménie, je dis c'est pas à moi qu'il faut la poser, il faut la poser à ce jeune qui est à notre table, et c'était lui qui répondait. Et à chaque fois, j'avais le député, le sénateur, enfin l'homme politique qui menait le groupe, qui écoutait ça et qui me disait mais c'est extraordinaire, c'est pas du tout ce que me disent mes ouailles en quelque sorte, parce que évidemment ils ont un avenir à tracer, et s'ils veulent faire leur avenir là-bas, il faut qu'ils pensent à l'avenir de leur pays. Cet avenir, il ne peut pas continuer avec des frontières fermées. Alors, la situation était différente à l'époque où j'étais, c'est-à-dire qu'il y avait un peu d'ouverture, et moi j'ai essayé d'ailleurs de favoriser des contacts, parce qu'il y a des personnalités qui sont venues plus ou moins incognito de Turquie. Je me souviens par exemple d'un député qui est venu, turc, qui était assez proche d'Erdogan à l'époque. Alors j'étais le seul informé parmi la colonie diplomatique. Et on me disait, si vous voulez rencontrer, ben voilà, vous vous promenez dimanche prochain à midi sur la place de la République, vous allez nous trouver en train de prendre un café. Alors ben, je passais tout à fait par hasard et je rencontrais ce député. Je vous raconte cette histoire parce que et je m'assois, et la première chose qu'il me dit ah ben, j'ai été dans plusieurs universités, mais on ne m'a parlé que du génocide. Alors je lui ai dit, bah, écoutez, si vous étiez venu à l'université française, on vous aurait parlé un peu d'économie ou d'avenir, d'autres choses. Ah, je voudrais bien rencontrer les étudiants de l'université française. Je dis c'est dimanche, c'est fermé. Mais je vais voir ce que je peux faire. Et j'avais un ou deux numéros de téléphone d'étudiants, et j'ai demandé à celui qui était le président de la junior entreprise qui avait été créée sur mon initiative, s'il pouvait réunir quelques étudiants qui sont venus effectivement l'après-midi. Le Turc est arrivé, alors moi je quelque chose d'assez informel et discret, il est arrivé avec 3 caméras, une télévision, 10 journalistes, etc. Et mon épouse a servi le thé, et on a laissé la discussion sans
engagé entre ce député turc et nos jeunes Arméniens. Il y a eu ensuite des comptes rendus dans la presse turque tout à fait positifs. Et le député turc m'a envoyé 2 mails les jours suivants pour me dire vous avez fait quelque chose d'extraordinaire pour les relations entre la Turquie et l'Arménie et la Turquie et la France. C'était un autre contexte, hein, c'était pas l'Erdogan actuel. Enfin, ça commençait déjà un peu à fraîchir. Mais c'est pour vous dire que il faut effectivement se mettre à la place des Arméniens. Et ce qui est vrai, c'est ce qui m'a surpris dans ce pays, c'est sa capacité. C'est un mot que j'aime pas parce qu'on l'utilise maintenant à tout bout de champ, c'est devenu à la mode d'un seul coup avec le Covid, la résilience. La résilience, c'est la résistance des métaux au choc. Enfin maintenant, on ne parle plus que de résilience. Si le mot s'applique à un peuple et à un pays, c'est bien à l'Arménie. Et vous avez eu raison, monsieur Sarkissian, tous les empires qui disparaissent sont des noms qui ont été des noms fameux. Hein, sur les cartes, si vous avez encore des cartes de l'Antiquité, vous avez une liste impressionnante. Vous avez les Mèdes, vous avez les Achéménides, vous avez les Perses, vous avez les Séleucides, les Parthes, les Sassanides, les Byzantins, les Ottomans, les Soviétiques, bien sûr. Tous, ils ont à un moment ou à un autre englobé dans leur empire. Et pratiquement tous les noms que je viens de vous citer, ces noms, ils n'ont plus aucune existence sur une carte, et l'Arménie existe aujourd'hui. Et il y a une autre chose qui est très importante, ce que vous avez dit, évidemment, c'est l'histoire très ancienne. Et vous êtes chiche quand vous dites 3000 ans, parce que l'Arménie, c'est quoi? L'Arménie, c'est la Genèse. Et l'Arménie, c'est dans la Genèse l'histoire de Noé. Alors, et il y a une chose, j'ai étudié avec la simile qu'on vous a volée, monsieur, qui m'a été dédicacé, c'est pas vous? Non, c'est pas vrai. Il m'a été dédicacé. On l'a retrouvé. Il a été dédicacé par Aznavour quand il est venu en Arménie. Et vous pouvez, enfin si vous le retrouvez encore, je sais, ça vaut la peine. C'est une bonne. Moi j'ai toujours travaillé mes langues comme ça au départ avec cette méthode et bien entendu les enregistrements qui vont avec parce que sinon, bon. Noé, l'histoire de Noé, vous la connaissez tous. Noé arrive, il est bon, c'est ce qu'il a pu sauver de l'humanité, ce qu'il a pu sauver de la création avec tous les animaux. Il va s'établir sur les pentes du mont Ararat, il va cultiver la vigne, il ne va pas faire que la cultiver, il abuse un peu de temps en temps. Il y a quelques tableaux qui le représentent, qui représentent ses filles couvrant la nudité de leur père, parce que voilà. Mais il y a un autre chapitre après l'histoire de Noé. Après l'histoire de Noé, vous avez l'histoire de la tour de Babel. Parce que Dieu considère que les hommes continuent à faire des bêtises. Et du coup, il se décide à les punir et il dit « je vais faire en sorte qu'ils ne se comprennent plus ». Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la dispersion des langues. Donc si on lit bien la Bible, la langue originelle c'était l'arménien. Et Dieu parlait arménien. C'est une bonne conclusion. Voilà. Mais c'est pas quelque chose de complètement fumeux, parce que je suis en train de vous dire, puisque les linguistes sont intéressés à l'arménien ancien, les formes anciennes de l'arménienne, et ils ont découvert que l'arménien était sans doute la langue la plus proche de l'indo-européen originel. Bravo. On va parler de votre livre un peu plus, Ondine. Il ne faisait que rêver. Hein, c'est un travail, un vrai travail. En même temps, quand j'utilise ce mot travail, je pense à ce que vous avez dit tout à l'heure sur cette souffrance et cette enfance. Mais c'est un travail d'exploration autour de la vie humaine.
vous évoquez, je crois, l'écologie, si j'ai bien compris, l'idéalisme, le transhumanisme. Racontez-nous et peut-être, comment dirais-je, démocratiser pour nous tous ces termes. Le transhumanisme, c'est quoi? C'est améliorer l'être humain pour le rendre plus... Alors c'est dans les sagesses en fait anciennes de tout temps, on a cherché à s'améliorer. Si on prend le philosophe et penseur indien Sri Aurobindo, il parlait du mental et après il y aura le supramental qui pourra désamorcer le pouvoir de mort à l'intérieur de nos cellules. Donc il y a vraiment beaucoup de travaux et de réflexions, qu'elles soient spirituelles ou technologiques, puisqu'aujourd'hui il y a vraiment cette idée de manière très concrète, puisqu'il y a des équipes qui travaillent pour améliorer l'être humain et l'améliorer pour le rendre plus performant, vaincre la mort, etc. Et il y a du coup une réflexion intéressante en tant qu'auteur. Donc je suis partie sur des thématiques d'engagement et d'idéalisme dans mon nouveau livre qui s'appelle « Il ne faisait que rêver ». Et je raconte l'histoire de deux fillettes de 9 ans qui se font une promesse d'enfance face aux ganges polluées, celle d'unir leurs forces pour tout faire pour changer le monde. Et 20 ans plus tard, elles deviennent des militantes écologistes. Et elles organisent avec d'autres jeunes dans différentes capitales du monde des marches pour le climat. Et malheureusement, il va y avoir un basculement et de violentes explosions vont mettre un terme aux rêves de toute une jeunesse. Et à partir de là, les gouvernements vont prendre une décision radicale, celle d'entrer dans la vie des citoyens d'une manière inédite et très particulière. Et ce livre raconte justement la façon de faire face aux tragédies de l'histoire et parle des libertés individuelles et collectives. Et c'est vraiment un livre qui reprend des thématiques qui étaient aussi dans mon livre précédent, Le parfum de l'exil, puisque ça parle en fait de ces débats qu'on a eus il n'y a pas si longtemps sur l'utilité ou l'inutilité des citoyens. Et c'est des choses finalement qui reviennent sur la valeur de la vie humaine, qui est utile, qui est inutile, et sur un marché mondial où tout s'achète et se vend finalement, combien nous valons. Et j'interpelle le lecteur dans ce livre, c'est une réflexion à travers un livre où il y a des rebondissements et de l'action, mais qui poursuit vraiment, encore une fois, les thèmes qui structurent mon travail d'écriture sur la valeur de la vie et du vivant, et on voit que ça peut être attaqué de beaucoup de manières différentes, et je pense après à titre personnel que ce que nous portons en nous comme ferment de haine ou de violence ne peut que s'incarner à l'extérieur, et que du coup c'est aussi un travail et un cheminement important à mener, parce que nos guerres elles sont aussi des guerres intérieures, et on voit vraiment combien le lien est menacé aujourd'hui, et je pense que du coup il y a vraiment quelque chose d'important dont il faut qu'on prenne sans doute conscience pour désamorcer notre propre violence intérieure, parce que finalement elle peut rejaillir tant qu'elle est présente en nous. Et nous tous, on peut voir les liens qu'on a avec nos amis ou avec nos conjoints ou nos familles ou dans le travail. Il y a beaucoup de zones de violence, et finalement voilà, ce qui se passe dans le monde est... De violence ou de maladresse? Oui, mais de blessures aussi, profondément de blessures avant tout. Ouais. Alors, du coup, c'est passionnant parce que dans ce livre-là, Il ne faisait que rêver, vous nous faites un peu voyager, si j'ai bien compris. Oui, il y a une partie en Inde sur des flashbacks, et après il y a une partie auprès d'une jeunesse engagée. On parlait des jeunes, mais les jeunes ont aussi une réflexion aujourd'hui, il y a un besoin d'un avenir meilleur, et ils interrogent les gouvernements. Ils ont vécu 2 années là, très difficiles, c'est eux qui ont le plus souffert de la situation. Ah oui. Et il y a vraiment, j'en suis plusieurs évidemment dans mon cabinet, mais on voit vraiment, c'est eux qui ont payé le prix le plus fort entre 10 ans et 30 ans. Enfin voilà, il y a vraiment tous ceux qui existent beaucoup dans le regard des autres. Il y a vraiment une fracture, et aujourd'hui on parle d'éco-anxiété chez cette jeunesse, c'est-à-dire l'impression qu'ils veulent plus faire d'enfants parce qu'il n'y a pas d'avenir, parce que les enjeux sont trop angoissants pour eux. Il y a vraiment une situation qui est aussi... il faut des réponses à cette jeunesse et qui est pleine d'idéalisme. Et dans mon livre, il y a vraiment... J'ai voulu raconter un basculement
Et à partir de ce basculement, les ressources aussi qu'on trouve en nous pour faire face aux tragédies de l'histoire et puis travailler aussi sur le fait que des millions de gens finalement font des choses très importantes chaque jour dans le monde, on ne les voit pas beaucoup, il y a des gens extraordinaires et c'est aussi un hommage à tous ceux qui se battent pour un monde meilleur, ce livre. C'est un hommage, c'est un combat, et je sens en vous, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais est-ce que c'est le bon mot? Une militante, non? Pour le vivant. Une engagée. Ouais, j'ai porté pendant 20 ans un projet de loto mondial humanitaire et du coup, on a eu 20 ans de combat avec mon associé, le réalisateur Frédéric Koskas. En 97, on a proposé à la Française des Jeux au gouvernement de faire un loto humanitaire en pensant qu'ils allaient nous accueillir les bras ouverts et finalement, on a eu un chemin de croix avec des choses, il y aurait un roman à lire. Vous étiez en avance. Et finalement, on a réussi en 2016, vraiment, parce qu'on a beaucoup cru à nos rêves, à obtenir de François Hollande et le gouvernement qu'ils mettent en place. Donc la Française des Jeux a mis en place un jeu qui est son premier jeu de grattage solidaire. On a vendu 22 millions de tickets, il y a eu 2,6 millions pour aider 9 projets en faveur de WWF. Et ça a ouvert un cadre légal pour des jeux comme le loto du patrimoine. C'est perfectible parce que ce qui est intéressant, c'est d'aider toutes les causes, pour des causes ciblées. Il y a des projets citoyens qui ont du mal à aboutir. Et je crois que je me sens aussi du côté des rêveurs, parce qu'avant toute réalisation, il y a des hommes et des femmes qui rêvent. Et c'est très important de rêver et de pouvoir le réaliser et d'y croire, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont découragés un peu aujourd'hui et que c'est important de nourrir aussi cette part de rêve. C'est très beau ce que vous venez de dire. Est-ce que ça rejoint cet oiseau, Yann, cet oiseau bleu, je crois, hein, peut-être que je le prononce mal, mais Der Zemmour, ou Der Zerum, pardon. Racontez-nous un peu. Le thème est le même, c'est-à-dire que le thème est là. On revient au socle du génocide, on revient à la vie d'une gamine, pareil, qui a 10 ans pendant le génocide, etc. Mais plutôt que de parler du livre, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Amandine, c'est que pour moi c'est terrible ce qu'elle vient de dire. C'est terrible parce que ceux qui bousillent notre monde en ce moment, c'est une génération qui a entre 40 et 50 ans. Ça veut dire que c'est les enfants de ma génération. Nous avons une génération, qu'on appelle les hippies, les beatniks, extrêmement inventive. On a bousculé beaucoup de choses, on a inventé beaucoup de choses, on a créé beaucoup de rêves. Et qu'est-ce que nous sommes devenus? Qu'est-ce que nous avons créé derrière? C'est terrible, c'est terrible. Et aujourd'hui, je regarde se dérouler ça avec un sentiment de frayeur, parce que c'est venu de nous. C'est venu de nous. Et donc l'idée, c'est qu'est-ce qu'on a foiré? Qu'est-ce qu'on n'a pas réussi à faire après ces grands mouvements des fin des années 60? Qu'est-ce qu'on n'a pas réussi à faire pour porter nos rêves jusqu'à quelque chose de bénéfique, de plausible? Et la réponse, elle est terrible. C'est que nous n'étions que des rêveurs. Et sans le savoir, nous étions engagés dans une course de vitesse avec d'autres forces qui, eux, n'avaient pas le même rêve. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, tu parlais tout à l'heure de la valeur d'une vie. Il y a officiellement une valeur à la vie humaine. Il y a, je ne me souviens plus laquelle, mais il faut qu'on aille sur Internet, vous tapez valeur de la vie humaine, et des gens se sont amusés à calculer la valeur de la vie humaine, en argent. C'est pas anecdotique, parce que ça veut dire que s'ils y ont pensé, c'est quelque part, ça leur sert à quelque chose dans des calculs qui, à nous, nous échappent. Et effectivement, ça rejoint le livre d'Ondine, parce que dans quelle situation sommes-nous aujourd'hui? On est dans une dernière course de vitesse. C'est l'ultime course de vitesse. C'est-à-dire que si on voit, par exemple, les manifestations, qu'on soit d'accord ou pas avec les gilets jaunes, peu importe, mais qu'on voit arriver un mouvement comme ça, l'éruption d'un mouvement transversal, c'est-à-dire qui pour une fois n'est pas catégorique, il est transversal, donc il est au départ généreux, peut-être dénaturé après, au départ généreux. Et qu'est-ce qu'on a à côté? On a une course terrible à l'armement de la police, une militarisation de la police. Très honnêtement, dans 5 ans, dans ce pays qui est une démocratie parlementaire, on ne pourra pas manifester.
les armes, les outils, les stratégies, les politiques, les lois qui se préparent et qui vont arriver très vite, elles sont terribles. Elles sont terribles. Donc là, tout ça, est-ce que ça nourrit votre littérature à vous? Oui, oui, Yann? Est-ce que vous écrivez à partir de ça? Ça me nourrit et en même temps je me retiens parce que je pense que le jour où je vais rentrer dans cette littérature post-apocalyptique, je serai très sévère avec nous. Oui, parce que comme le disait tout à l'heure Henri Cuny, il y a quand même de belles choses, il y a une belle jeunesse qui innove, parce qu'en fait le rêve et et l'innovation sont liés, non? On voit pour la énième fois cette année des villages en France ravagés par des inondations. C'est pas la première fois, c'est la énième fois. Et qu'est-ce qu'on entend au journal télévisé? Des nouvelles inondations ont un endroit qui seraient dues au réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'il y a encore un doute sur ce réchauffement climatique. Il y a des cyclones terribles qui se développent, il y a des inondations, il y a toutes sortes de choses. Comme si c'était un crime de reconnaître qu'il y a un problème. On fuit dans le problème. C'est exactement comme dans les années 60, où on a fait venir beaucoup d'émigrés chez nous, parce qu'on était dans les 30 glorieuses et qu'il fallait faire fonctionner l'économie. Quelques voix ont commencé à dire ça va poser un problème. C'est-à-dire qu'une fois que l'économie tournera à son plein régime, cet afflux d'immigrés va poser un problème. Mais au lieu d'y réfléchir à ce moment-là, dans les années 60, pour essayer de régler ce que ça allait devenir, on a dit que c'était un discours inacceptable, c'était un discours raciste. Et pendant 30 ans, personne n'en a parlé. Et pendant ce temps, le problème s'accumulait. J'ai l'impression qu'on est dans le même débat avec l'écologie, on est dans le même débat avec la démocratie, c'est-à-dire qu'on met des problèmes sous le tapis et on fait semblant de... Yann, alors, revenons quand même, si vous le voulez bien, sur votre oiseau bleu, là. Racontez-nous un peu. Oui, parce que c'est quand même le sujet de la littérature. Après, on peut bien sûr parler des sujets qui sont... Oui, ça, ce sont des futurs projets de littérature. Oui, c'est ça, voilà. L'oiseau bleu, c'est l'histoire de ma grand-mère qui, pour résumer en 2 lignes, elle a 10 ans pendant le génocide. Donc la première partie du génocide, ce sont des massacres à ciel ouvert le long de la route, et quand les Allemands s'inquiètent un peu de voir ce que font leurs alliés turcs, on leur demande des plus discrets, donc on envoie mourir ceux qui restent dans le désert dans différents déserts, mais le désert de Deir el-Zor. Il se trouve que ma grand-mère est sauvée 2 jours avant d'être abandonnée dans le désert, parce que dans la vraie vie, c'était un riche commerçant, dans le livre j'en ai fait un médecin, un riche commerçant marie sa fille, il a besoin d'esclaves. Et il prend ma grand-mère et sa petite sœur dans la colonne. Et curieusement, le fait d'être esclave de 1915 à 1921, c'est ce qui va les sauver du massacre. Et moi, j'ai des images de ma grand-mère, des images terribles. Je la vois, par exemple, enfin terrible. Je la vois devant sa télévision regarder l'homme marcher sur la Lune. Et je me dis, mais quel chemin pour cette gamine? Elle était en train de mourir dans un désert qui n'était pas encore la Syrie. Et là, elle regarde l'homme marcher sur la Lune. Quel chemin parcouru, mais à quelle époque on peut avoir des destins pareils? Et après, je la vois, c'est pire encore, on regarde à la télévision des images d'un génocide, le génocide cambodgien. 3 millions de morts quand même au Cambodge. Et là, je suis sidéré, parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? Parce que ma grand-mère, elle n'avait pas de réaction. Je me dis, est-ce qu'elle ne réagit pas parce qu'elle s'en fout? C'est pas son génocide, le ciel, elle a déjà subi et pas ça. Ou est-ce qu'elle ne réagit pas parce qu'elle est sidérée de voir que ça recommence? C'est pour ça que ce genre de littérature, c'est-à-dire de romancer l'effet du génocide, il tient, en tout cas pour moi, à ce que, oui, nous avons des droits. En tant que communauté issue d'un génocide, on a des droits. On a le droit à la reconnaissance, on a le droit à certaines réparations, on peut discuter, ou en tout cas culturelles, forcément. Mais on a aussi un devoir. On a un devoir, c'est de témoigner. Parce que, qu'est-ce qui a fait la grande différence entre le génocide arménien et la Shoah? C'est que les Juifs ont compris immédiatement après la guerre, mais le monde avait changé, c'était possible, qu'il fallait immédiatement faire témoigner les survivants. Et ça gravait le drame dans la vie humaine. Les Turcs ont très bien compris. Pourquoi est-ce que les Turcs nient encore aujourd'hui? Contre toute évidence, contre des recherches historiques de leurs propres historiens. Parce qu'ils ont juste attendu que les derniers survivants disparaissent. Vous verrez que dans 10 ans ou 20 ans, on va commencer à constituer des commissions qui commenceront à discuter, parce que ce sera d'histoire. C'est plus humain, c'est plus vivant. Ce sont des chiffres, ce sont des statistiques.
Et là, ils le permettront. Et donc, ils ont juste attendu que les derniers survivants meurent. Et nous, on essaie de donner dans le roman vie à ces survivants. Alors, encore un trait d'union là avec le sujet que je vais aborder avec Henri Cuny, puisque le sujet c'est la mort n'existe pas. Et en plus, vous faites ressusciter Comitas, c'est ça? Un peu. Alors Comitas, j'ai découvert pour la première fois son nom dans la Sibylla, qui est Comitas. Comitas, c'est un enfant de Turquie, mais un enfant qui s'appelle en fait Sogomon Sogomonian, donc un nom tout à fait arménien, et qui a déjà le malheur au départ de perdre sa mère, enfin 6 mois après sa naissance, elle meurt, et il perdra son père à l'âge de 10 ans. Alors il va à l'école turque, on ne parle que turc chez lui parce que c'est interdit de parler une autre langue et on peut être victime des sanctions, des avanies les plus effroyables si on est surpris à parler d'autres langues que le turc et parler l'arménien en particulier. Il va quand même, lui, aux offices du dimanche. On remarque qu'il a une jolie voix. Et il est un peu souffre-douleur de ses camarades d'école turque. Si on peut se faire un arménien à la sortie de la classe, c'est très bien. Donc on tarabuste un peu. Un jour un petit peu plus fort que les autres fois, il y a du sang, et il a sans doute un moment de frayeur à ce moment-là, et dans ce moment de frayeur, qu'est-ce qui lui passe par la tête? Il se met à chanter. Et tous ses camarades, ses querelleurs plus exactement, tellement surpris qu'ils s'arrêtent. J'ai entendu, ils sont prêts à lui retomber dessus s'il fait la moindre fausse note. Mais enfin, ils sont quand même saisis par la beauté de ce chant. Et il chante en turc parce qu'il a entendu son père toute sa vie. Il était cordelier, son père, il chantait à son établi, il avait une belle voix. Et donc il chante en turc. Et on le laisse tranquille. Sauf que l'histoire se raconte et qu'après, il y a plein de gamins turcs qui viennent un peu lui chercher des noises pour l'obliger à chanter, donc il chante. Il traîne un peu dans les rues parce qu'il n'a plus de parents, il est recueilli par une tante qui est aveugle, qui a beaucoup de problèmes avec un fils, son propre fils, qui est très très pauvre. Donc il lui arrive de passer une nuit à la Belle Étoile. Enfin, la communauté chrétienne de Koutaïa, puisque c'est le nom du bled où il est né, la petite ville, s'inquiète un peu pour son avenir. À ce moment-là, on apprend que le catholicos cherche des enfants pauvres, des orphelins pauvres, pour en faire des séminaristes. Et on parle de Comitas, qui a une voix exceptionnelle, donc il est envoyé là-bas. Ensuite, je vous laisse lire le livre, mais ça se passe très mal, les premiers instants avec le catholicos, puisque le catholicos, qui a beaucoup d'enfants, on lui propose, il va faire un tri, et il lui pose une question en arménien. Et Comitas ne connaît pas l'arménien, puisqu'il n'a jamais pu parler, il n'a jamais entendu. Enfin, il le comprend, mais il ne le parle pas. Et enfin, il ne s'appelle pas Comitas, c'est Sogomon Sogomonian, il lui répond en turc. Alors là, il devient tout rouge, le catholicos, et il dit qu'est-ce que tu fais ici, etc. Comment, je ne sais pas l'arménien.
parle bien, je suis mieux pour apprendre. Qu'est-ce que tu sais je sais chanter. Bon, ben, chante quelque chose. Et il chante. Catholicos, c'est absolument conquis, c'est le départ. Donc il va faire le séminaire, il va devenir prêtre, et c'est là qu'il va prendre ce nom de Komitas qui lui est attribué par le Catholicos. Komitas, c'est la référence à un Catholicos des siècles antérieurs qui a laissé un grand nom dans la musique arménienne, et au fond, il lui donne cette vocation d'essayer de reconstituer le patrimoine musical de l'Arménie. Komitas va devenir, non seulement il est prêtre célibataire, Bartabet, donc il ne peut pas se marier. Je pense que ça a peut-être pesé aussi dans sa vie. Et il va être à la fois un interprète, un chanteur, il va toucher plusieurs instruments de musique, donc compositeur, et un compositeur qui va être apprécié des plus grands, puisque quand il viendra en France, il sera apprécié de gens comme Debussy. Et Debussy avait une belle fille qui était pianiste, et un jour, il lui envoie pour son anniversaire un recueil de partitions écrites par Komitas, en lui disant, je crois que c'est le plus beau cadeau que je pouvais t'offrir. Et donc on a vraiment ces signes de reconnaissance de Komitas. Puis Komitas, au moment de la rafle des intellectuels du génocide de 1915, le 24 avril, va être embarqué, va se retrouver en prison, puis déporté. Voilà. Et quand il reviendra sauvé in extremis d'un sort funeste par l'ambassadeur des États-Unis, ça sert parfois les ambassadeurs, et par le prince héritier qu'il avait eu pour élève, il va revenir à Constantinople, mais c'est plus le même Komitas. Il a perdu une grande partie à la fois de ses facultés créatrices, mais aussi de ses facultés mentales, et sa vie va être une succession d'asiles psychiatriques. D'abord à Constantinople, où malheureusement il est dans un asile qui est tenu par les Turcs, et ensuite il va être transféré en France, dans deux asiles, Ville-Évrard d'abord et Villejuif ensuite, où il mourra en 1935. Donc voilà, brièvement résumé. Alors, donc ce sont les premières pages, on est d'accord. On se croirait chez Bernard Pivot, donc vous êtes... Alors du coup, je ne voudrais pas vous couper, Henri, mais il y a combien de pages en tout? Il y a 180 pages. 180 pages. Avant de passer, peut-être un petit dernier mot sur Komitas, avant de passer la main à Jean, parce que j'aimerais qu'on parle quand même d'un autre sujet, Adulkort, je le prononce mal, mais en fait c'est en résonance avec tout ce que vous venez de dire. Allez-y, Jean. Un dernier mot sur Komitas, avant de donner la main, le micro à Jean. Si vous voulez, je suis content d'être à côté de Jean Sérapian ce soir, puisque le livre est né pendant une visite que nous avons fait ensemble au musée Komitas à Yerevan. J'avais déjà en tête ce sujet, parce que le personnage m'intéressait. Je trouvais que justement, il résumait à lui seul toute l'histoire de l'Arménie, puisqu'il a essayé de restituer tout son patrimoine musical depuis des siècles et des siècles, enfin depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours, enfin aux jours où il vivait. Et puis le drame de l'Arménie, puisqu'il avait connu le génocide, et cette douleur qui ne peut pas s'effacer, qui l'a marqué profondément. Et donc, pour la Russie, mais la démocratie est une menace pour un régime autoritaire, et particulièrement pour M. Poutine, qui a un logiciel qui, lui, a été
verrouillé dans son école du KGB et qui n'en sortira jamais. Et donc, l'ennemi, c'est celui qui demande simplement à penser par lui-même et à penser différemment de vous. Et ça, croyez-moi, là-bas, c'est un crime. Une autre réponse, non, Jean? Oui, alors la question était quelle est la position des Arméniens vis-à-vis de l'Ukraine? C'était ça la question. La population, tout en étant lucide, hein, sur évidemment une guerre c'est toujours dramatique, mais d'une part avec les liens avec la Russie, et d'autre part, je dirais la neutralité coupable de l'Ukraine pendant la guerre du Karabakh, ça les a poussés à la limite rester neutres aussi de l'autre côté. Mais pour aller un petit peu plus loin, que ce soit pour cette question ou d'autres questions, dans ce livre, j'ai mis un schéma du professeur Yves Lacoste. Je ne sais pas si vous connaissez ce nom. Yves Lacoste, c'est la personne qui a inventé le mot géopolitique en France. C'est un géographe au départ. Et il mélange la géographie avec la politique pour devenir géopolitique. Qu'est-ce qu'il dit Yves Lacoste à l'époque, qui avait grandi lui, en tant que géographe? Il dit la géographie est faite, virgule, d'abord pour faire la guerre. Ça a soulevé beaucoup de questions. Et donc, sa théorie, c'est la géopolitique de 10 mètres, 100 mètres, 1000 mètres et 10 000 mètres. Moi, chaque fois que j'ai l'occasion de parler avec des gens qui s'intéressent à la politique ou à la géopolitique, je donne cet exemple. Quand il y a eu la révolution de velours en Arménie, j'étais sur place. J'étais sur la place de la République, à d'autres endroits où Pachinian se baladait. Je photographiais, j'écoutais les gens. Alors, quand vous êtes sur la place de la République de Yerevan, avec cette population, il y avait à peu près 10 000 personnes, vous êtes à la géopolitique de 10 mètres. Ça veut dire que vous ne voyez que ce qui est autour de vous, vous entendez que c'est que les gens parlent autour de vous, éventuellement l'orateur qui est sur la scène. Mais si vous montez sur le musée de l'histoire qui est sur la place de la République, qui a à peu près 50-60 mètres d'auteur, sur le toit, vous voyez déjà les choses autrement. Vous voyez toujours la foule, mais vous voyez les rues adjacentes, vous voyez s'il y a des policiers, s'il y a des militaires ou autres, déjà c'est une autre image. Si vous montez à 1000 mètres, dans ce cas vous voyez des forces que vous ne voyez pas forcément. Qui a tiré les ficelles? Qui sont derrière? Et à 10 000 mètres, c'est encore autre chose. Donc à chaque fois, c'est ce qui manque un peu chez les Arméniens, ils sont très à 10 mètres à chaque fois. Donc il faut voir toujours d'où vient, et un peu d'où vient, ça arrive à ça, pour voir. Mais l'attitude actuellement des Arméniens, c'est ça. Ça veut dire qu'ils ne contentent pas forcément ce qui se passe en Ukraine, sauf évidemment si ça devient maintenant une boucherie, ça c'est autre chose. Hein. Bon. Mais ils sont quand même, et ça je le dis moi-même, je me mets dedans. Nous sommes très en colère par rapport à ce que nous entendons en France aujourd'hui, dans tous les médias, du matin au soir de l'Ukraine, Poutine criminel de guerre, tout ça. Je me pose la question, j'envoie des messages sur Twitter, parce que pas seulement Jean-Christophe Puissot que vous allez recevoir, ou Bellamy, ils diront la même chose. Où étiez-vous, vous les médias, pendant 44 jours, quand les jeunes Arméniens, quand vous allez à Yerrafour, donc le cimetière militaire, j'y suis allé, c'est terrible. 19, 20 ans, quoi. Donc 5-6 000 personnes tuées, 10 000 blessés. Et quand on voit, par rapport à la population, c'est comme s'il y avait aujourd'hui 30 000, 40 000 morts en Ukraine. Ils étaient absents. Voilà. Donc c'est la géopolitique. Avec une seule phrase, Winston Churchill, après la guerre, première guerre, il avait dit « Le pétrole de Mossoul a pesé plus lourd que le sang des Arméniens. » Voilà. Autre question? Merci monsieur pour votre question très intéressante et d'actualité, du reste malheureusement. Madame, pareil, si j'ose dire, assez courte la question. Merci. Bonsoir, l'actualité nous rattrape puisque depuis 1 ou 2 jours, le village de Palour en Artsakh est attaqué par les forces azerbaïdjanaises et Poutine et Aliyev ont conclu un accord pour la neutralité de l'Azerbaïdjan dans la guerre en Ukraine. Donc nous sommes au cœur d'un moment où la guerre reprend, le conflit reprend en Artsakh. Donc je voulais avoir votre vision et vos commentaires.
allez-y, hein. Tout- Je prends les photos, allez-y. Tout à l'heure, quand j'ai discuté avec monsieur l'ambassadeur, justement sur ce plan-là, je ne suis pas un défenseur ou amoureux de Poutine en tant que personne, mais j'essaie de voir les choses au niveau des pays ou de leur géopolitique. Il ne faut pas oublier que d'abord, ils sont de bons joueurs d'échecs, ces gens. Donc, ils ont toujours quelques coups d'avance. 2 jours avant l'attaque de l'Ukraine, il avait signé cet accord avec Aliyev, entre autres, qui englobe, c'est public, hein, vous pouvez le voir dans cette signature. Aliyev ne pourra plus vendre du pétrole ou du gaz sans l'accord de Russie. C'est pour ça que d'ailleurs, si vous avez fait attention, le président Macron ou autre, quand il parle d'alternatives par rapport à la Russie pour avoir du pétrole ou du gaz, on parle de Venezuela, d'Algérie, de Saudi-Arabistan, tout ça, mais jamais je n'ai pas entendu le mot Azerbaïdjan. Il l'a coupé. Et vous avez raison, ça veut dire qu'Aliyev, après la guerre, il a compris qu'il a gagné sur le terrain, comme ça, mais il a perdu sur le plan politique. Aujourd'hui, les Russes sont au Karabakh, et ils vont rester, à mon avis. Et Aliyev, finalement, il n'y a que Poutine et Erdogan qui ont gagné dans cette guerre, et puis Aliyev, il a perdu. Donc, pour l'instant, dans cette guerre de l'Ukraine, il est obligé de rester neutre. Il n'y a pas eu, on regarde tous les jours, il n'y a pas eu de commentaires de leur part sur la guerre de l'Ukraine. Dernière réponse, Oui, ensuite oui, on essaiera de conclure. Merci. Le Haut-Karabakh, si vous regardez bien, c'est les républiques autoproclamées de Géorgie ou d'Ukraine. Maintenant, c'est un problème à la fois pour l'Arménie, pour les Karamansi et pour les Azerbaïdjanais, parce que je ne vois pas les Russes en partir. En tout cas, à brève échéance, sûrement pas. Donc on a un conflit gelé, mais ça c'est exactement la stratégie russe. Et je citerai ce que disait un diplomate de très haut rang russe au tout début de l'indépendance de l'Arménie. Le premier point des instructions, c'est de maintenir un conflit de basse intensité dans la région. Voilà, c'est presque terminé, je suis désolé, c'est presque terminé. Généralement, je termine avec une synthèse, elle sera très courte, et puis chacun aura 1 minute de conclusion, parce qu'il y a des dédicaces là qui nous attendent, et puis d'autres événements après. Alors, la synthèse, peut-être un mot-clé que j'ai compris, le rêve. Voilà, le rêve, la quête, les enquêtes, et puis ce lien entre justement cette quête, ce rêve, et cette qualité quand même arménienne pour la plume, pour l'écriture. Parce que voilà, vous êtes là, mais il y a aussi d'autres auteurs, d'autres éditeurs, et il y a vraiment une belle plume arménienne, franco-arménienne, puisque Henri est là, et puis Ondine aussi, voilà. Ondine, un petit mot de conclusion. Henri Cuny, tout à l'heure, a fait un petit lapsus. Il a dit Arménie, harmonie. À un moment, vous avez dit ça. Excellent. Alors, je voudrais finir sur ce mot parce que j'ai trouvé ça très beau et très parlant par rapport à tout ce qu'on a partagé. Et je reviens vraiment, mais c'est ce que j'essaie de faire personnellement, et j'arrive pas toujours, mais ce mot harmonie me parle encore une fois des guerres intérieures que nous livrons à nous-mêmes ou aux autres, et que c'est vraiment très important aussi j'allais dire, s'attaquer à ça, de se pacifier. Donc c'est vraiment le lien que je ferai pour conclure. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je suis désolé parce que Jean n'a pas fait de lapsus, donc je ne peux pas rebondir pareil. Ce que j'ai retenu de ce débat, c'est que justement c'est un débat dans le cadre d'un festival qui est large, qui aborde tous les côtés culturels. Et ça fait un peu de bien de recadrer entre guillemets l'arménité toujours en dehors de ce socle du génocide. Sans l'oublier, mais sans faire que c'est la seule et unique référence. Et j'étais content que ce débat se disperse. Voilà, merci Yann de nous avoir fait voyager. Henri, un petit mot
De la fin, un petit mot de la fin. Avec un micro, voilà. L'heure tourne très vite maintenant. Oui, alors, on a fait plusieurs fois le parallèle avec le drame, évidemment, des Juifs. Je dis quelque part dans mon essai Arménie, l'avenir peuple, que si les Juifs sont le peuple élu, comme ils se présentent eux-mêmes, enfin comme c'est présenté en tout cas dans la Bible, eh bien les Arméniens sont le peuple témoin. Et ils ont un rapport tout à fait particulier avec le passé, mais le passé, les grammairiens l'appellent justement le temps du témoignage. Donc c'est très important. Ça c'est le premier point, et peut-être un deuxième point, parce que vous avez souvent... C'est pas très court, ça. Souvent parlé de l'UFAR, de l'Université française. Oui, allez, un dernier mot sur l'UFAR. Un dernier mot. Bon, évidemment, il y aurait tout un roman à écrire. Mais personne n'y croyait. Quand je suis arrivé, la première rencontre 15 jours après mon arrivée avec les étudiants arméniens, je me suis dit c'est pas possible que ces jeunes n'aient pas le droit au même diplôme que mes propres enfants, parce qu'on voit l'intelligence qui brille. C'est de ça que je vous parle, l'intelligence arménienne. Il faut conclure. Alors, désolé. simplement, deux choses. Des jeunes, je suis resté 5 ans. En arrivée, ils ne parlent pas un mot d'arménien, ils n'ont jamais fait d'études à la française, ils sont toujours dans le monde post-soviétique. Il n'y a pas de mur, il n'y a pas de recteur, il n'y a pas de statut. Et 5 ans plus tard, on décide, j'organise autour de 3 facultés. Après, il y a un recteur qui arrive, qui fait un excellent travail, droit, commerce, gestion. On les présente au concours René Cassin, qui est le grand concours des juristes en Europe. Les plus grandes et les plus vieilles universités concourent pour ce concours René Cassin. 40 universités d'Europe y compris. Alors, et le résultat donne quoi? Le résultat donne quoi? Eh bien, les étudiants de l'université française, premiers au palmarès. Bravo, on peut les applaudir. Alors, Jean, la conclusion de la conclusion. Une phrase. En une seconde. Une seconde, pour faire plaisir à Andine, qui a des origines libanaises. L'un de mes philosophes préférés, c'est Khalil Gibran, dont le buste trône dans un parc à Yerevan d'ailleurs. Un de ses aphorismes que je préfère citer, côté positif. Si l'hiver disait qu'il porte le printemps dans son cœur, qui le croirait? Voilà, moi j'aime cette conclusion, je ne sais pas si vous êtes comme moi, nous pouvons les applaudir. Merci Olivier, merci Yann, merci Henri, merci Jean. Et je vous invite à la dédicace. Bonne soirée, et ce n'est pas terminé. Et bon festival Guéras.